Bonjour à tous et bienvenue sur cette session en pratique, s'engager pour la biodiversité, des initiatives croissantes au Luxembourg. Où que vous soyez, derrière vos écrans ou avec nous en plateau, si vous avez l'envie de vous engager, c'est en tant qu'organisation ou en tant que citoyen pour la préservation de la biodiversité. L'objectif d'aujourd'hui est donc de vous présenter différents types d'engagements qui existent sur le territoire luxembourgeois. Pour ce faire, 9 invités vont nous rejoindre, scientifiques, entrepreneurs, salariés engagés, dirigeants d'associations. Tous vont nous présenter différents types d'initiatives. Tout au long de cette conférence, vous avez l'opportunité de réagir sur Twitter avec le hashtag LSF 2021. Les espèces animales et végétales agissent quotidiennement sur le maintien de la santé humaine, de l'alimentation, de l'eau ou encore de l'énergie. Elles créent donc un réseau de subsistance que nous devons protéger pour notre survie. Cette survie est mise en cause par la déforestation, la pollution des eaux et de l'air, fruit des évolutions technologiques de l'humain. Tout de suite, accueillons 2 chercheurs du LIST de l'Institut des sciences et technologies au Luxembourg. Nicolas Titeux, Claudio Pettuccio, bienvenue à vous pour cet état des lieux. Nicolas, avant de travailler au LIST, vous avez participé en 2017 à la rédaction du rapport de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Quel serait l'élément clé à retenir de ce rapport ? Oui, bonjour Sarah, merci pour l'invitation. J'ai effectivement eu le plaisir de participer et de contribuer à ce rapport mondial d'évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques de cette plateforme intergouvernementale. Un élément clé à retenir, c'est difficile. Moi, ce que je retiendrai, c'est que la situation est très préoccupante, mais pas encore totalement désespérée. Donc on l'a mentionné plusieurs fois déjà aujourd'hui. 1 million d'espèces menacées de disparition à moyen terme, une espèce sur 8 par rapport aux estimations globales du nombre d'espèces sur Terre. Le taux actuel d'extinction des espèces est de 10 à 100, voire 1000 fois plus élevé que durant ces 10 derniers millions d'années. Donc on est vraiment aux portes d'une 6e extinction de masse. On n'y est pas encore formellement, mais on s'en rapproche à un rythme très alarmant. Et c'est une situation assez particulière parce que ce serait en fait, dans l'histoire de la Terre, la première extinction de masse qui serait due à une seule espèce, qui est l'homme. Donc il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Au-delà de ces disparitions et de ces extinctions, le rapport met aussi en évidence qu'on s'éloigne de plus en plus de modes de production et de consommation, que ce soit de matériaux, de nourriture, d'énergie durables. Et donc on épuise de plus en plus les écosystèmes, on met à mal leur fonctionnement et en fait on compromet les services qu'ils pourront rendre aux générations futures. Donc en quelque sorte, on scie non seulement la branche sur laquelle on est assis, mais sur laquelle nos enfants et nos petits-enfants devront s'asseoir. Donc ça, il n'y a pas d'autre branche. Donc ça, c'est assez interpellant. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'homme est responsable de tout ça, mais potentiellement aussi la solution à tout ça. Il a les cartes en main pour renverser les tendances. Les solutions existent, les leviers sont identifiés, on en a parlé beaucoup ce matin, mais sont encore actuellement activés à très fine échelle, à une échelle très locale. Et les enjeux de demain seront de les activer à beaucoup plus large échelle et de déployer ces solutions pour renverser les tendances. Ok. Et quels sont les 5 plus grands facteurs d'une telle perte de la biodiversité ? Alors, dans le cadre de ce rapport, justement, on a mis en place une synthèse des connaissances scientifiques par rapport à cela. Et les résultats qui ressortent de cette revue de la littérature scientifique, c'est que les 2 principaux facteurs, ce sont les changements d'utilisation des terres et l'exploitation directe des ressources naturelles par l'homme. Donc en d'autres mots, le fait que l'homme modifie et transforme les paysages naturels et extrait de plus en plus de ressources naturelles via des activités comme la pêche, la chasse, d'autres types d'exploitation forestière, etc., pour ne citer que quelques exemples. Alors ensuite arrivent d'autres facteurs qui sont également très importants, comme la pollution, les changements climatiques, les espèces exotiques envahissantes, qui actuellement ont moins d'importance, mais certains de ces facteurs vont avoir beaucoup d'importance dans le futur, comme les changements climatiques, qui vont devenir un facteur dominant de perte de la biodiversité. Il faut savoir aussi que tous les facteurs, même s'il y en a qui globalement sont moins importants que d'autres, tous ces facteurs
ont un impact très important dans certains contextes, comme les espèces exotiques envahissantes, qui sont la menace principale pour la biodiversité, pour la biodiversité locale dans des îles, par exemple. Donc tous les facteurs sont importants, même si certains, globalement, sont plus importants que d'autres. Okay. Claudio, vous êtes chercheur en gestion durable de la nature et des forêts, mais au fait, en quoi consiste-t-il ce projet? Bonjour Sarah, merci aussi pour l'invitation. En fait, la gestion durable des natures et des forêts consiste en l'utilisation planifiée des ressources naturelles compatibles avec la conservation des écosystèmes pour les générations futures. Dans notre travail, nous identifions les bons indicateurs et modèles écologiques et économiques pour mieux comprendre l'interrelation entre l'homme et les écosystèmes. L'objectif de notre travail est donc de fournir une base scientifique fiable pour les processus politiques de gestion des terres. Plus précisément, notre travail s'applique à différents contextes. On travaille dans les contextes ruraux, donc la gestion durable des forêts, mais aussi prairies, zones humides. Et bien aussi dans les contextes urbains, où on regarde les solutions fondées sur la nature, comme les parcs, les arbres urbains, les toits verts. La différence entre les deux, c'est la présence humaine, en fait. Dans les contextes urbains, il faut savoir que la présence et l'évolution de la nature dépendent beaucoup plus dans les actions humaines. Okay. Ce matin, James Smith nous a parlé des solutions fondées sur la nature. Nicolas, pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et nous expliquer en quoi votre travail s'inscrit dans cette idée? Oui, bien sûr. Donc, c'est un concept qui date d'il y a un peu plus de 10 ans, qui a été introduit par l'Union internationale de conservation de la nature. Ces solutions basées sur la nature, c'est l'ensemble des actions qui visent à protéger, à gérer de manière durable et à restaurer les écosystèmes pour s'attaquer, pour relever des grands défis de société comme la lutte contre les changements climatiques, contre la perte de la biodiversité, mais également la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et d'autres grands défis de société. Donc c'est l'ensemble des actions qui s'appuient sur le bon fonctionnement des écosystèmes, naturels ou moins naturels, mais leur fonctionnement, leur bon état de santé, pour relever l'ensemble de ces défis de manière conjointe et pas s'attaquer à certains défis de manière isolée. Donc on estime que si l'ensemble de ces actions sont déployées à large échelle, cela pourrait permettre de contribuer aux ambitions climatiques à raison de 30% à l'horizon 2030. Voilà, mais ça va de pair avec aussi une modification complète de nos modes de production et de consommation pour les rendre plus durables en parallèle. Un exemple de solution basée sur la nature, c'est l'agroforesterie. On en a parlé ce matin également. C'est un mode de production qui mélange en fait des arbres avec des végétations herbacées. Et donc, en quelque sorte, c'est une solution qui imite la nature. Et donc, c'est une solution basée sur la nature qui est vraiment mise en avant dans les récents rapports du GIEC ou de l'IPBES comme étant une des solutions les plus efficaces pour relever l'ensemble de ces défis de manière conjointe. Claudio, maintenant que nous avons contextualisé la gestion durable de la nature et des forêts dans le concept des solutions fondées sur la nature, dites-nous ce que ça apporte à la biodiversité. Alors, la biodiversité, donc la diversité des organismes vivants est essentielle au fonctionnement des écosystèmes. Si nous considérons nos écosystèmes comme une couverture, les services écosystémiques sont, dans la métaphore, le chauffage de nos pieds, de nos mains, de nos bustes. Lorsque la couverture est trop petite, on doit forcément choisir entre garder notre pied au chaud ou bien notre buste. En mettant en œuvre des solutions fondées sur la nature, on est donc capable d'agrandir la taille de la couverture et en même temps, en préservant la biodiversité, de quelque manière, on est capable de renforcer les tissus de la couverture. Pour donner un exemple, si on pense à les monocultures d'essence à croissance rapide, bien sûr, elles sont capables d'augmenter la séquestration carbone et aussi la fourniture des biomasses. Mais en même temps,
réduirait la biodiversité et augmenterait les risques des pathogènes et des parasites. Donc, il y a beaucoup d'interrelations entre la biodiversité et les solutions, et l'efficacité des solutions fondées sur la nature. Et quelles sont les traductions concrètes de cette gestion durable? Alors, on part de la constatation que la gestion des terres d'une manière durable est une tâche très complexe. Et pour ça, nous développons au LIST des systèmes d'aide à la décision. Par exemple, on a un prototype qui s'appelle N-Benefits pour aider les urbanistes, les architectes, les acteurs municipaux de la ville à quantifier les services écosystémiques fournis par des solutions fondées sur la nature. Donc, dans les logiciels, il suffit de désigner sur une carte la position de la solution fondée sur la nature, comme un parc ou des arbres le long d'une rue, et fournir quelques paramètres qui descrivent ce type d'arbres pour que le logiciel génère automatiquement une analyse coût-bénéfice de cette solution. Dans les contextes ruraux, on a aussi développé un prototype de logiciel qui s'appelle Multisilva, développé avec une société luxembourgeoise, Luxplan. Et il permet de créer des cartes des zones sensibles en matière de services écosystémiques, comme la présence d'espèces protégées, ou bien les potentiels récréatifs, ou la présence des zones pour la protection de l'eau. Et en même temps, le logiciel est capable de simuler des alternatives de gestion, donc notre action, sur l'évolution de la forêt. Par exemple, on peut poser des questions, on peut trouver les réponses à des questions comme qu'est-ce qui se passe si nous, sur les indices de biodiversité, si nous laissons 20 arbres par hectare, 20 arbres habitats par hectare. Et aussi, quelles sont les conséquences sur la séquestration carbone et sur la production de bois. Donc, répondre à tout ce type de compromis et de synergies et pour aider les gestionnaires, mais aussi la participation, pour informer la participation des citoyens dans la planification. Et donc, Nicolas, quelles sont les synergies entre votre travail et celui de Claudio? Donc, une des missions principales de l'équipe avec laquelle je travaille, c'est de mettre en œuvre et de coordonner des programmes de monitoring de la biodiversité à l'échelle nationale au Luxembourg, afin de documenter l'état de santé de la biodiversité dans le pays et de voir comment cet état de santé évolue au cours du temps. Donc, on s'intéresse à des espèces protégées, à des espèces exotiques envahissantes ou à des groupes d'espèces comme les insectes pollinisateurs, par exemple. On met en place des protocoles d'échantillonnage, de collecte des données sur le terrain. On développe des outils plus basés sur les nouvelles technologies pour automatiser cette collecte de données. Et donc tout ça fournit une information sur l'état de la biodiversité et les tendances de la biodiversité à l'échelle nationale, mais également fournit des bases scientifiques nécessaires pour guider le développement d'actions plus concrètes sur le terrain par d'autres acteurs. Notamment collabore avec l'administration de la nature et des forêts pour mettre en œuvre des programmes de monitoring pour évaluer l'impact de certaines mesures de protection sur les espèces et éventuellement adapter ces mesures en fonction des résultats de monitoring. Et donc le monitoring fait vraiment partie intégrante de programmes plus larges de gestion des ressources naturelles. Et donc à ce titre, nos activités permettent d'alimenter les modèles ou les outils que Claudio vient d'expliquer. Et aussi d'évaluer les résultats de ces modèles de simulation, etc. D'accord, merci. Donc, je terminerai par cette question. Claudio, quel rôle jouent vos actions, votre travail dans l'économie, qui est un élément important dans notre société? Donc, comme je dis, on essaye de supporter les décisions et les décideurs. Nous, dans notre travail, on regarde aussi, on fait beaucoup d'analyses coût-bénéfice. Donc, on commence en regardant les coûts directs des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire très simplement les coûts d'implantation, les coûts d'entretien, de gestion. Mais après, on regarde les coûts indirects. Donc, d'un côté,
on va dire, tous les coûts opportunités, donc la perte des revenus si on change la gestion d'une façon intensive en gestion plutôt extensive. D'autre côté, on regarde les coûts environnementaux liés à notre gestion, même des solutions basées sur la nature, consommation d'eau, consommation d'énergie, etc. Et à la fin, on essaye d'évaluer tous ces coûts par rapport aux bénéfices fournis. Et donc, dans notre travail, on a une partie d'évaluation monétaire. On regarde parfois, c'est facile d'avoir une estimation de la valeur monétaire de certains services, comme dans la séquestration carbone, production bois, etc. D'autres fois, c'est beaucoup plus difficile et incertain, comme dans le cas de la biodiversité. Mais dans tout cas, nous pensons que nos outils et nos modèles peuvent soutenir les décideurs à communiquer et aussi être conscients qu'il y a forcément des coûts liés à la gestion durable, mais en même temps, les bénéfices sont bien plus importants. Donc, voilà, ça c'est notre contribution. Eh bien, merci Claudio, merci Nicolas. Nous comprenons mieux le rôle du LIST et de la science dans son engagement pour la biodiversité. À présent, je m'adresse à vous dans l'audience. Savez-vous où aller chercher de l'information sur la biodiversité au Luxembourg ? Vous demandez-vous, mais comment est-il possible de préserver la biodiversité et comment chacun d'entre nous peut s'informer sur le sujet ? Pour répondre à cette question, accueillons à présent Guy Colline, Gaël Tavernier et Léa Bomblet pour cette deuxième partie. Nous sommes fiers de vous présenter 3 volets d'information, celui de la préservation, de l'éducation et des partenariats avec les entreprises. Commençons par la notion de préservation. Guy, vous êtes dirigeant de l'unité de recherche biologie des populations et évolution au Musée national d'histoire naturelle au Luxembourg. Dans ce cadre, vous étudiez les espèces et leurs adaptations. Quel est votre travail ? Merci Sarah pour l'invitation. En fait, mon unité de recherche s'occupe du niveau inférieur de la biodiversité. Il faut bien savoir, on a beaucoup parlé d'espèces, d'écosystèmes, mais les espèces en tant que telles n'existent pas sous une seule unité. En fait, c'est des populations qu'on trouve localement sur une place, c'est des individus qui peuvent se rencontrer, se multiplier entre eux. Et ce qui est très important, et ça, il faut bien comprendre que la biodiversité est en fait le produit de l'évolution des espèces. Et l'évolution ne peut se faire que s'il y a une variabilité génétique entre les individus. Et c'est ce niveau-là de la biodiversité que nous étudions. Et c'est très important dans le contexte du changement climatique, par exemple, parce qu'en fait, nous, on étudie essentiellement les espèces végétales, c'est-à-dire les plantes. Elles n'ont pas moyen de bouger beaucoup, donc en fait, elles n'ont que 3 solutions. Ou bien elles restent là où elles sont, alors elles doivent s'adapter génétiquement au changement qui vient. Et si le changement est trop rapide ou la diversité est trop faible, ça peut conduire à la deuxième solution, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Ou la troisième solution, pour eux, c'est de migrer, c'est d'aller vers une zone climatique qui est plus apte à leurs besoins. Merci. Gaël, vous êtes General Manager chez ProSud, qui gère la réserve de la Minette dans le sud de Luxembourg. En octobre 2020, elle a reçu le label UNESCO Man and the Biosphere. Quelles sont les fonctions de la réserve ? Alors, d'abord, en premier, 2-3 mots sur la réserve de biosphère. Il y a un peu plus de 2 ans, en collaboration avec la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO, les 11 communes de la région Pro-Sud et de nombreux partenaires scientifiques, la plupart sont ici. On a le Naturmusée, on a travaillé avec le LIST, le LISER, l'ANF, différents ministères, l'aménagement du territoire, l'environnement, le tourisme et de nombreux passionnés. On a monté le dossier de candidature pendant 2 ans. On a été à la rencontre des citoyens, des jeunes, et on a obtenu donc la labellisation. Alors si je vous dis réserve de biosphère, vous imaginez peut-être des étendues énormes, des grands paysages, des chaînes de montagnes, l'océan. Ici au Luxembourg, on est une réserve de biosphère post-industrielle. C'est 200 km², 180 000 habitants, 150 nationalités, 1/3 de la population qu'il faut sensibiliser, qu'il faut embarquer dans cette belle aventure. Et donc, il y a 3 fonctions. Chaque réserve de biosphère au niveau mondial ont 3 fonctions. Une fonction de conservation, donc pour nous, c'est la protection du patrimoine naturel et industriel.
une fonction de développement. Là, il s'agit de mettre en place tous les projets de développement durable. On travaille sur la thématique des produits du terroir. On travaille en collaboration avec la capitale de la culture pour le tourisme, slow tourisme. Et aussi sur, par exemple, un partenariat prochain avec IMS sur la pollution lumineuse. Et une dernière fonction qui est logistique, qui regroupe plus recherche et éducation. En fait, en 5 mots, hein, la réserve de biosphère, c'est l'ancrage territorial, l'expertise, la collaboration, les sujets niches et surtout de l'optimisme, ne pas tomber dans l'éco-anxiété. Parfait. Merci Gaëlle. Léa, vous êtes biologiste et directrice de Natur en Umwelt, la plus grande association de protection de la nature au Luxembourg. Quelles sont les actions de l'organisation? Natur en Umwelt, d'abord, c'est une fondation et une ASBL qui œuvrent ensemble pour la protection de la biodiversité au Luxembourg. La fondation s'est spécialisée dans l'achat de terrains, dans la renaturation et la gestion de ces terrains. L'ASBL, à la base, est une association avec 9000 membres associés, avec 30 groupes de bénévoles locaux, avec des bénévoles qui s'engagent dans tout le pays. Et les activités regroupent en fait 3 volets. Premièrement, l'éducation des jeunes pour des classes, des groupes scolaires, mais aussi nos propres groupes de jeunes. Deuxièmement, la sensibilisation, l'information et la consultance pour des personnes privées, des entreprises, des communes, tout autour la gestion de terrain, autour de la maison, les grands terrains à l'extérieur, mais aussi avec les animaux qui peut-être veulent cohabiter avec nous. Les uns sont plus bienvenus que les autres. Et puis le troisième volet, c'est la recherche, qui est basée surtout sur l'ornithologie, donc la sauvegarde, la protection et le recensement des populations d'oiseaux au Luxembourg. Merci Léa. Est-ce que vous travaillez également en milieu urbain? Ben oui, en 2008, on a lancé un projet ensemble avec la ville de Luxembourg sur la biodiversité dans la ville de Luxembourg. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a développé beaucoup de matériel, des visites guidées en milieu urbain que nous proposons à des groupes, à des entreprises aussi. Et la consultance s'est donc développée pour comment on peut créer des habitats, proposer de la nourriture aux insectes, aux abeilles, aux oiseaux. Et bien d'autre part aussi rechercher des solutions afin d'éviter des conflits avec des animaux qui viennent nicher dans nos maisons et même dans les façades d'isolation. Et puis en 2019, on a rédigé la dernière version de la liste rouge des oiseaux nicheurs au Luxembourg et on a dû constater qu'on a vraiment un recul signifiant des espèces d'oiseaux qui sont liées à l'habitat urbain. Et ceci nous a mené à lancer un nouveau projet, Urban Birds Protecting Climate and Wildlife, qui est tout au départ et où on a pour objectif de trouver des solutions pour faciliter de vivre ensemble, de créer des habitats en milieu urbain lors de rénovation et de construction moderne. Et nous offrons les conseils et essayons aussi de mettre des solutions en place avec une équipe technique. Parfait. Guy, en quoi la réserve de la Minette ou Natur en Umwelt sont utiles à la mission du musée? Le musée a plusieurs fonctions et une de ces fonctions, c'est une fonction consultative en gestion de réserves naturelles et d'espèces menacées. En fait, nous sommes en général l'auteur de listes rouges, sauf celle des oiseaux. Et voilà. Et en faisant ces listes rouges, évidemment, on s'occupe aussi d'un monitoring au niveau national, comme vient de mentionner Nicolas Titeux tout à l'heure. Mais chez nous, en fait, on concentre tout dans nos banques de données. On a des banques de données très grandes qui documentent en fait la présence ou l'absence de toutes les espèces animales et végétales du pays et des champignons.
Voilà. Et dans ce cadre, évidemment, les espèces rares et menacées se concentrent, comme on peut le deviner, surtout dans des réserves naturelles. Et ce qui est bien avec la réserve d'UNESCO Minette, en fait, Gaël nous a dit, bon, elle n'est pas gigantesque, mais elle est quand même à l'échelle nationale une des plus grandes réserves naturelles ou zones protégées. Et en plus, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il y a il y a une certaine pression humaine sur ces zones, c'est des zones aussi de récréation, mais quand même, ce qu'il n'y a pas dans ces zones-là, et ça c'est très intéressant pour nous, il n'y a pas l'apport d'éléments nutritifs artificiels, c'est-à-dire c'est pas quelque chose, une zone agricole. C'est-à-dire là-dessus, on retrouve des tas d'espèces rares qui sont justement liées à l'absence de nutriments ou très peu de nutriments dans le sol qui est assez rudimentaire, et ce qui fait qu'il y a une grande concentration d'espèces rares, sinon dans le paysage agricole où ces espèces ont souvent disparu. Donc en fait c'est pour ça que, et en fait ce qui est aussi important pour nous, c'est une longue continuité temporelle, c'est-à-dire que ces réserves évoluent à leur rythme sous forme de succession naturelle, mais c'est en fait des laboratoires gigantesques en air libre, en fait. Et c'est ça qui rend ces zones très intéressantes pour nous. Et je terminerai ce volet par une question par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Quel est l'avantage de la préservation par rapport à la restauration ? La préservation, tout dépend des milieux dans lesquels on veut préserver. Il y a certains milieux comme par exemple les tourbières ou les prairies, ce qu'on appelle des prairies oligotrophes, c'est-à-dire où il y a très peu de nutriments à Arnica, qui avait jadis dans l'Eusling, c'est-à-dire la partie nord du Grand-Duché, à grande échelle. Il y avait 20 000 hectares de landes, par exemple, au début du XXe siècle, mais tout ça a presque disparu. Et le problème, c'est qu'une fois que ces prairies ont été amendées, ont été fertilisées, on ne peut plus revenir en arrière, ou très difficilement. Par exemple, si on rajoute un nutriment qui s'appelle le phosphore dans ces sols pauvres de l'Eusling, il va rester pendant des centaines d'années. Et donc revenir en arrière, c'est super difficile. Et pour restaurer, par exemple, nous avons participé scientifiquement au projet de restauration des populations d'Arnica, une plante que vous connaissez peut-être, qui se vend en pharmacie parce qu'elle a des propriétés très intéressantes. Et cette espèce avait presque disparu. Et là, on a restauré ces populations dans des milieux, ensemble avec Natura Numwelt, justement parce qu'il avait acheté ces terrains et on pouvait jouer ensemble là pour restaurer ces populations. Et ça a été vraiment couronné d'un grand succès. Merci beaucoup, Guy. Passons maintenant au volet éducatif. Gaëlle, vous organisez les journées de la biodiversité. Qui peut y aller et qu'est-ce que vous y proposez ? Alors, les journées de la biodiversité ont lieu au siège de la réserve de biosphère à Ellergron, à Esch, en pleine nature. Et on a organisé 4 jours pour tout le monde, pour les scolaires, les scientifiques, les familles et aussi les entreprises. C'est concrètement ce que vous entendez maintenant, ce que nos collaborateurs ont expliqué, c'est de le mettre en pratique pour les citoyens. C'est-à-dire qu'on organise un parcours scientifique avec différents ateliers où vous pourrez comprendre qu'est-ce que c'est une prairie sèche, qu'est-ce que c'est une zone humide, quels sont les animaux à protéger, comment on fait du recensement. Donc c'est en groupe pour tout le monde et on l'organisera, j'espère, de nouveau l'année prochaine. Ça se passe pendant le pic d'observation, donc fin mai, début juin. Merci beaucoup. Vous êtes également sur le point de développer le Nature Lab. En quoi cela consiste-t-il et quel est son intérêt pour la réserve ? Alors, le Nature Lab aura pour objectif, il commencera l'année prochaine, de promouvoir les sciences naturelles pour impliquer les citoyens dans la conservation du patrimoine naturel. C'est-à-dire qu'on va créer une programmation assez innovante pour faire le pont entre sciences et entre la science et les citoyens, une programmation qui sera hybride où on va promouvoir la participation citoyenne, par exemple aussi via l'application e-Naturalist où chacun peut participer à faire son propre safari. On va promouvoir des ateliers qui mêlent science et art. Je n'ai pas envie de dire qu'on va reconnecter l'homme à la nature parce qu'on doit arrêter de parler de ça. Nous sommes nature. Je crois que l'homme doit se reconnecter avec soi-même pour être en phase avec l'environnement et être dehors et participer aussi avec les scientifiques à la protection de notre patrimoine naturel. Très bien formulé. Guy,
au musée, quelles sont les activités directement liées aux citoyens et destinées aux citoyens? Nous avons en fait plusieurs piliers éducatifs, on pourrait les appeler comme ça. On a dans le musée évidemment une exposition permanente qui est là pour expliquer justement l'origine de la biodiversité sur Terre, c'est-à-dire que le public peut comprendre comment fonctionne l'évolution naturelle et comment des nouvelles espèces peuvent apparaître ou bien disparaître. Donc ça c'est un des piliers vraiment qui est très important puisqu'au Luxembourg, malheureusement dans le cursus normal d'un lycéen, l'évolution ne joue ce sujet un très faible rôle et n'est même pas existant. Et un deuxième pilier éducatif, ce sont les classes scolaires qui viennent évidemment dans notre musée voir l'exposition. Mais il y a aussi beaucoup d'activités périscolaires qui sont faites par le Panda Club, le Science Club, le Nature Mobile, Science Mobile. Et évidemment, nous sommes un des organisateurs du Science Festival et aussi on participe au Researchers Day. Donc ça c'est aussi un pilier très important. Et puis, il y a des piliers nouveaux qui apparaissent, qui est le Citizen Science. On vient justement d'entendre Gaël sur une application qui nous tient à cœur aussi. En fait, juste un exemple, je suis en train de rédiger la nouvelle version de la liste rouge des plantes du Luxembourg et j'ai trouvé par hasard, justement avec cette application, qu'un des citoyens a retrouvé une orchidée qu'on pensait qui avait disparu du Luxembourg et que probablement elle existe encore au sud du pays. Donc on va devoir la vérifier l'année prochaine, on doit attendre 1 an, mais quand même, si c'est le cas, ce serait un très bel exemple de comment le Citizen Science peut nous amener beaucoup de nouvelles connaissances pour nous aussi. Et puis on a des expositions temporaires, il y en a une sur la biodiversité perdue d'un océan aussi dans la région de l'UNESCO, Minette, en fait, qui est le Lost Ocean. C'est-à-dire une exposition sur les vertébrés, les plésiosaures, les ichthyosaures, donc des sortes de sauriens qui vivaient dans une mer du Jurassique il y a longtemps, il y a 180 millions d'années. Voilà. Merci beaucoup Guy. Léa, quant à vous, quelles sont les actions de sensibilisation qui existent chez Nature und Umwelt? C'est difficile à résumer en 2 minutes. On publie tous dans notre magazine qui apparaît 6 fois par an avec des activités et des rapports sur nos projets. Nous avons une offre générale pour tout le monde dans tout le pays où nous proposons des activités pour des classes scolaires et des groupes de jeunes d'une part, mais aussi un programme d'éducation non formelle pour les jeunes de 7 à 12 ans dans notre Regulus Junior Club. Qui est vraiment des activités de la découverte où on crée une aventure, une expérience positive en nature. Et puis, il y a le Regulus Juren Group qui s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans, qui a une approche plus scientifique où on mène vraiment des activités de recensement, de monitoring des espèces. Et par exemple, on a un camp dédié au bagage d'oiseaux en été. Puis fin mars, chaque année, nous publions une issue spéciale de notre magazine avec 300 activités de différents acteurs qu'on regroupe dedans, tout au pays. Dans Nature und Umwelt, ils proposent différents workshops, des visites guidées, des conférences. Et puis en septembre, c'est pour nous la saison des chantiers en nature, donc, où nos bénévoles travaillent sur les terrains de notre fondation et que tout le monde peut nous rejoindre et aider à entretenir ces terrains. Toutes ces informations, on trouve sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Et puis, on a un grand projet qui est à visiter sur notre terrain Kokelscheuer. C'est le projet 2000 m² où on essaie de sensibiliser à une culture agraire et alimentaire plus durable. D'accord. Et est-ce qu'on peut conclure d'ailleurs ce volet par la notion de partenariat avec les entreprises? Léa, vous travaillez justement avec IMS afin de connecter les entreprises à la biodiversité. Quelles sont vos lignes directrices? Notre service de consultation, il est disponible aux entreprises, surtout pour la gestion des terrains qui entourent leurs locaux, mais aussi pour faire la sensibilisation, les inspirer à faire autre chose et même à aider les collaborateurs à changer leurs habitudes.
par exemple par des visites guidées sur la biodiversité urbaine autour de leur bureau. Mais puis, il y a une grande variété de projets qui sont possibles avec la volonté des entreprises de s'engager, de financer, de soutenir et aussi de donner la possibilité à leurs collaborateurs de s'engager volontairement. Donc, l'idée plus simple est toujours de planter des arbres, des haies. Bien sûr que c'est beau, tout le monde comprend pourquoi on le fait. C'est facile à faire, c'est facile à organiser. Et oui, mais il y a toujours un coût qui s'ensuit parce que normalement, il y a beaucoup d'entretien à faire. Et puis, il faut le terrain d'abord pour faire des projets comme ça. Donc, nous encourageons beaucoup nos partenaires à financer plutôt des projets à l'ensemble, comme par exemple la restauration de X mètres carrés d'une zone humide ou bien l'entretien d'un certain habitat pendant X années. Et peut-être certains d'entre vous avez déjà entendu parler du Cactus Bush, qui est un de 3 projets lancés de la Fondation avec l'enseigne, qui a mené à créer et entretenir 3 habitats et est lié aussi à une publication pédagogique et un sentier pédagogique sur ces sites. Un autre exemple, c'est BNP Paribas Asset Management qui ont une action Investir pour la planète où ils soutiennent un projet de l'ASPL pour soutenir la population croissante de sternes aquatiques, où on vise à créer et améliorer les habitats et les lieux de nidification pour cet oiseau. Merci Léa. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez du Nature Lab en relation avec IMS. Est-ce que vous pourriez un peu plus... pas du Nature Lab, excusez-moi, des pollutions lumineuses de ce projet avec IMS que vous allez développer. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus, développer un petit peu plus cette idée? Oui, on espère pouvoir travailler dans les zones d'activité économique en collaboration avec les communes aussi pour sensibiliser les entreprises sur la pollution lumineuse car il y a des... Je ne vais pas pointer mon doigt sur certains endroits, mais il y a des pôles lumineux extrêmement forts dans le sud qui participent grandement au déclin des insectes et il y a des solutions à mettre en place. Et pour cela, je crois qu'il faut prendre les entreprises, les amener dehors et regarder, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire, combien ça va coûter, quelles sont les solutions. Et on va travailler en partenariat avec un projet Interreg Smart Light Up et on va voir comment ça se passe. Parfait. Eh bien, merci Guy, merci Gaëlle et merci Léa. Un grand merci pour cet échange qui nous a permis de visualiser les différentes actions associatives du territoire. Quelle belle transition pour comprendre justement ce que font concrètement les entreprises. Donc, Biodiversity dirigée par Michael Van Kutsom et Ramborn développé par Carlo Hein vont nous montrer comment s'articule leur engagement autour de la biodiversité. Bonjour Carlo. Alors, Ramborn, en 2 minutes, qu'est-ce que c'est? C'est une société luxembourgeoise qui est certifiée B Corp et qui produit des jus et des cidres sur base d'anciennes variétés de pommes et de poires et de coings au Luxembourg. Alors, B Corp, ça veut dire quoi? Alors, il y a le slogan Planet, People, Profit. On joue sur tous les fronts. Au niveau de la planète, on restaure les anciens vergers luxembourgeois. On avait 1 million d'arbres au Luxembourg fruitiers en 1900. Aujourd'hui, il reste moins de 100 000. On plante de nouveau. Et il y a une variété de pommes, par exemple 150 variétés de pommes au Luxembourg. Et il faut sauvegarder ces espèces. La même chose au niveau des poires. Alors, on vient chez persons, les personnes. Alors là, on travaille avec les fermiers ensemble, on leur paye un juste prix pour leurs fruits, pour les amener à travailler avec nous, et qu'il y a ces vergers qui sont restaurés sur leur terre et de planter de nouveaux arbres encore une fois, ce qui va générer bien sûr une grande biodiversité. Troisièmement, le profit. Ces pommes et ces poires sont d'une qualité extraordinaire
Et avec ça, on peut ensuite faire des produits qui sont d'une qualité qu'on a reçu des prix au niveau international. À Londres, en Amérique, on peut être proud sur ce qu'on fait ici au Luxembourg avec les produits qu'on a. Il y a des générations qui ont travaillé sur ces fruits, sur cette façon de travailler au niveau de l'agriculture, et on l'a oublié, et je crois qu'il faut le restaurer. Et finalement, je crois que toutes les sociétés au Luxembourg ont leur mot à jouer dans le changement climatique et dans la crise de biodiversité. Il faut agir rapidement et il faut agir fort. Sinon, on aura des grands problèmes et l'industrie, l'économie, le commerce, tout doivent maintenant commencer à agir. Et en quoi votre activité est-elle favorable à la biodiversité? Alors les vergers, ils sont d'une richesse au niveau biodiversité énorme. On l'a découvert. Parfois, on dit que ce sont les forêts tropicales de l'Europe du Nord. Et on peut produire des produits à impact. Qu'est-ce que c'est un produit à impact? En produisant ce produit, on agit positivement sur la biodiversité. On agit positivement sur le CO2, puisqu'on a une production de circular économie. Et aussi, en plantant des nouveaux arbres et surtout en préservant les anciens arbres, il y a un stockage de CO2 qui continue à se faire. C'est-à-dire, encore une fois, un impact positif. Alors, comparez ça, par exemple, avec un cidre ou un jus qui est fait au niveau de concentrat. La Chine, par exemple, est le producteur de pommes le plus grand dans le monde. Il y a des monocultures, il y a des concentrats qui sont créés, c'est transporté vers l'Europe et il y a des produits cheap, pas chers, qui sont produits. Tous les effets au niveau environnemental et au niveau aussi local sur le travail et sur les gens qui travaillent là-dedans sont négatifs. Ils ne sont pas pris dans le prix de ce produit. Et un produit, un impact, il a tous ses coûts dedans et ce que vous trouvez dans le rayon, c'est ce qui est vrai avec le produit. Michael, Biodiversity est une entreprise experte en stratégie et responsabilité sociétale des entreprises et conservation de la biodiversité. Comment ça fonctionne concrètement? Oui, bonjour Sarah. Alors nous, on a la conviction qu'en fait, pour impliquer les entreprises et les collectivités publiques dans la régénération de la biodiversité, il faut qu'elles comprennent que cette biodiversité génère une valeur pour elles aussi. Que ce soit sur leurs produits, sur leurs bâtiments, sur leurs sites, sur le bien-être de leur personnel, sur les parties prenantes, etc. Et donc, en fait, on les aide à un niveau stratégique et on développe aussi des solutions basées sur la nature, qui combinent la nature, la technologie et l'implication des parties prenantes. Et par exemple, on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs avaient besoin d'indicateurs de terrain sur la biodiversité, sur les polluants agricoles et sur les polluants industriels. Et il n'y avait pas d'outils, pas de technologie, en fait, pour avoir ces informations. Et l'abeille, en fait, est un petit drone. Donc nous, on a vu l'abeille comme un petit drone naturel qui va chercher, en fait, sur des grandes surfaces, des milliards d'échantillons de pollen. Et ces échantillons de pollen, en fait, captent les polluants de l'air et en partie du sol. Et donc, on peut, en les analysant, voir ce qu'il y a comme polluants agricoles, des polluants industriels. Mais ils contiennent aussi l'ADN des plantes. Et donc, on va pouvoir voir la diversité végétale, la qualité de cette diversité pour l'écosystème, et voir exactement à quel moment il y a des problématiques et comment on peut agir de manière très ciblée, en fait, pour protéger des ressources comme l'eau, l'agroalimentaire, améliorer l'immobilier, le design local, la gestion du territoire, etc. Et donc, vous travaillez également sur un projet qui s'appelle BioImpact avec Accenture. En quoi consiste-t-il? Alors, on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs avaient besoin de monitorer de nombreux sites. Et on ne peut pas placer des abeilles partout, il n'y en a pas partout. Et on a beaucoup de données assez extraordinaires. Et donc, avec Accenture, on développe un projet qui consiste en fait à être capable d'évaluer la qualité de n'importe quel site en termes de diversité végétale, en termes de pollution agricole et en termes de pollution industrielle à travers l'intelligence artificielle. Et donc, cet outil va lier notre donnée assez unique avec des outils cartographiques et des données d'autres sources pour pouvoir vraiment scorer un site, évaluer les risques de ce site et surtout proposer des solutions pour que ce soit accessible à tout le monde, citoyens, collectivités publiques, entreprises, et que tout le monde puisse s'engager vers ces solutions. D'accord. Et d'ailleurs, Carlo, en quoi est-ce que justement le projet de
le travail de Michael pourrait justement être combiné avec le vôtre. Imaginez que ce n'est pas Ramborn qui dit que nos produits sont responsables au niveau de la biodiversité, que les abeilles qui sont dans nos vergers, ils parleraient pour nous. Ce serait génial. Alors, je crois que les technologies vont nous aider à communiquer avec nos clients. Si c'est au niveau de CO2, au niveau de la biodiversité. Et je suis persuadé que les produits qui sont dans le futur, dans les magasins, ils doivent renseigner sur le CO2, sur les impacts, mais aussi sur les impacts de biodiversité. Et on voit dans l'industrie que ça commence à bouger. Ça devrait bouger plus vite, mais ça bouge. Donc on voit très bien les perspectives qui peuvent se créer ici. Mais est-ce que vous travaillez actuellement sur un autre projet ? Sur plusieurs projets, je vais prendre quelques-uns. Alors au niveau du CO2, on a fait le Greenhouse Gas Emission Scheme pour vraiment comprendre exactement où est la consommation de CO2, respectivement là où on a un impact positif au niveau CO2, de pouvoir faire une communication très claire par rapport à notre clientèle. Ça peut permettre de nous dire, si on boit ce produit, votre impact par bouteille, c'est celui-là. Ensuite, on travaille avec les listes sur un mesurage de la biodiversité dans la vallée des pommiers, comme nous on l'appelle. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Il se fait dans 10 pays différents, avec différentes cultures. Et on va monitorer pendant 5 ans la vie de la biodiversité dans cette vallée. Et ce qui est intéressant, on va prendre avec les fermiers, s'ils sont dans la vallée ou autour de la vallée, en des clusters de fermiers, et on communique à eux les impacts qu'on a trouvés. Je vous donne un exemple. Les vergers anciens ont des cycles de 2 ans. Cette année, c'était un cycle où il y a peu de pommes, peu de poires. En plus, en printemps, c'était froid et très humide, c'est-à-dire lorsqu'il y a la floraison, ça pleuvait presque tout le temps. Alors viennent les abeilles sauvages qui peuvent polliniser peut-être mieux que ceux qui sont concentrés sur un emplacement. Et si on peut démontrer aux fermiers la valeur de ces espèces, ils vont comprendre de faire une agriculture respectueuse de la nature. Un autre projet, et je crois là on travaille ensemble avec vous, c'est d'aller vers les sociétés et les entreprises et de communiquer comment faire mieux. Le B Corp est un exemple d'utiliser ce tool, le B Corp Assessment, de mesurer son impact de la société et peut-être de créer des produits avec impact positif. Et je suis persuadé que ça, c'est le futur pour les entreprises luxembourgeoises, de s'investir là-dedans et d'être, armés pour le futur, puisque si la cadence va vite et si on ne commence pas aujourd'hui, on risque d'être out of business très rapidement si on ne commence pas aujourd'hui. On parle d'impact positif. Michael, quels sont les impacts positifs concrets de Biodiversity ? Concrètement, par exemple, si je prends l'exemple du territoire, donc à l'échelle d'une ville en Belgique, une ville portuaire, on a pu identifier des polluants qui provenaient de ce port, donc qui ont été fortement réduits, voire annulés. On a vu des problématiques en termes de biodiversité, donc on a quadruplé le nombre d'espèces végétales retrouvées. On retrouve aujourd'hui des pollinisateurs qu'on ne retrouvait plus. Et on a vu des problématiques en termes de gestion agricole. Et donc on a mis un programme en place pour avoir une agriculture plus durable, avec un impact positif aussi pour les agriculteurs et pour l'ensemble du territoire. Et donc il y a des milliers de citoyens qui sont investis dans ce projet chaque année. Donc ça, c'est un exemple à l'échelle du territoire. On travaille aussi avec des groupes agroalimentaires, on les a aidés à aller vers des productions plus durables. On protège beaucoup de ressources en eau, donc des captages d'eau, des rivières qui peuvent être impactées par des pesticides doivent avoir ces données pour agir en amont et protéger leurs ressources. Et puis sur des acteurs qui ont parfois un impact négatif, l'immobilier ou des aménageurs urbains ou des carrières ou des centres de recyclage et autres, on les aide vraiment à identifier l'impact qu'ils ont et à prendre des actions. Et donc, par exemple, on a des projets d'aménagement urbain où ils ont pu vraiment intégrer de la biodiversité localement et prouver qu'ils ont un impact positif sur le territoire en termes de biodiversité, en tout cas en termes de biodiversité végétale. Donc voilà quelques exemples d'impact positif. Et mis à part Knock, est-ce qu'il y a d'autres endroits justement que vous pouvez donner comme exemple Oui, donc on travaille sur la plaine de Versailles, on a travaillé sur Bruxelles, on travaille en France dans
plusieurs départements. On travaille dans 10 pays en Europe, on travaille aux États-Unis, en Afrique. Donc voilà, il y a aujourd'hui plus de 70 000 à 80 000 hectares qui sont impactés par des abeilles notamment, qui donnent toutes ces données et ces indicateurs. Eh bien, merci. Souhaitez-vous rajouter quelque chose par rapport à ce que l'un et l'autre avaient expliqué? Je prends le slogan B Corp, Using Business as a Force for Good. C'est ce que j'ai à dire. Parfait. Très belle conclusion. Merci à vous. Merci Carlo, merci Michael de nous avoir éclairé sur vos actions en entreprise. Les engagements pour la biodiversité peuvent être mis en place de différentes manières. Et une institution comme la Banque européenne d'investissement, la BEI, ou la ville du Luxembourg peuvent elles aussi agir concrètement. Pour ce dernier segment, nous allons accueillir Eva Mayerhofer et Pierre Schmitt. Bienvenue à vous. Eva, vous êtes Lead Environment and Biodiversity Specialist à la Banque européenne d'investissement. Comment est-ce que la BEI s'engage pour la biodiversité ? Merci Sarah pour l'invitation. Et oui, la BEI est en fait fortement engagée en faveur de la lutte contre le changement climatique, mais construit encore son agenda biodiversité. Et en effet, nous soutenons la politique européenne et internationale en matière de biodiversité. Nous sommes encore engagés à accroître la disponibilité des financements en intégrant le capital naturel comme élément fondamental du tissu économique, en préservant non seulement les espaces naturels, mais en optimisant aussi les modes de production afin d'économiser les ressources naturelles. Et en fait, 44% des secteurs économiques dépendent de la nature pour leurs ressources. Mais aussi, nous intégrons aussi la biodiversité dans nos opérations et développons une compréhension des infrastructures et financements durables. Nous développons des outils de comptabilité et d'évaluation pour une meilleure prise en compte des risques et des impacts liés à la biodiversité dans toutes les activités de la banque. Et cela veut dire aussi prendre en compte les risques dans nos projets, mais aussi de nos contreparties. Et finalement, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que nous assurons une convergence entre les agendas d'action climat et de la biodiversité. Pierre, vous êtes délégué à l'environnement à la ville de Luxembourg. Vous aussi, vous intégrez la biodiversité à la gestion de la ville. Quelles sont les mesures de suivi pour la biodiversité qui existent en ville? Oui, bonjour Sarah. Comme Léa l'a déjà évoqué, il y a eu une collaboration pour la promotion de la biodiversité en ville à partir de 2008-2009. En fait, c'était en vue de l'année internationale de la biodiversité en 2010. Donc là, ça a donné un coup de fouet à nos actions. Et nous partons toujours du principe que ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Donc, on veut bien faire des actions, mais il faut avoir un suivi derrière. Donc, et ces suivis, ils se font de manière plus ou moins fréquente. Donc, en ville, nous avons à peu près 20 000 arbres en ville que nous gérons. Nous gérons presque 180 hectares d'espaces verts et nous gérons nos propres forêts, donc un peu plus de 1000 hectares de forêt. Donc nous faisons le suivi du point de vue biodiversité. Il y a d'abord un suivi plus classique, donc qui est plus un outil de gestion. Donc nous avons un cadastre des espaces verts et un cadastre des arbres. Pour les espaces verts et les arbres, donc on regarde plus l'âge, les espèces et puis l'entretien qui est fait, donc pour aussi organiser nos équipes. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est lorsqu'on rajoute à ce suivi des indicateurs comme des indices biodiversité. Donc on suit pas seulement la progression des plantes elles-mêmes, mais avec les caractéristiques associées aussi la progression en matière de valeurs écologiques et de biodiversité. Plus particulièrement pour les espaces verts, nous avons développé une quinzaine de hectares d'espaces biodiversité. Donc actuellement est en cours un travail de monitoring parce qu'on a considéré justement en faisant les bilans qu'à un certain moment la superficie stagnait et donc on s'est dit il faut quand même se fixer un objectif, donc à combien d'hectares de biodiversité on veut arriver. Combiné à cette réflexion, on s'est demandé, oui, mais en fait, c'est quoi la caractéristique biodiversité? Quand est-ce qu'on peut appeler une superficie biodiversité?
Donc, c'est avec le monitoring et les inventaires en cours qu'on réfléchit aussi davantage sur la qualité de la valeur écologique. Et puis, on a des suivis qui sont plus un contrôle de réussite. Actuellement, on est en train de réaliser la renaturation de la Pétrus dans la vallée de la Pétrus. Et après les travaux de renaturation, on fait un monitoring à plus long terme, donc pour voir quelles espèces apparaîtront. Vous direz, c'est pas difficile parce qu'actuellement, il n'y a pas de vie dans la Pétrus. Et donc là aussi, c'est en collaboration avec l'administration de la gestion de l'eau qu'on fait ce suivi. Et puis, il y a des outils qui sont plus déjà des outils de planification. On est en train, par des images aériennes, d'évaluer les potentiels en toiture verte. Donc on regarde quelles sont les toitures qui, par leurs expositions, par leur pente, se prêtent aux toitures vertes, donc qui apportent un plus pour la biodiversité. En combinant ça, par exemple, aussi au cadastre solaire, donc on peut utiliser les superficies de plusieurs manières. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une information qui est importante ou intéressante pour la ville, mais qui peut être utilisée par le grand public et par les entreprises qui, je crois, disposent de grandes surfaces de toiture. Effectivement. Et d'ailleurs, quel type d'informations utilisez-vous pour mieux vous guider dans vos actions? Et pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Alors, des exemples concrets, j'ai parlé justement des arbres et de l'indice biodiversité qu'on associe aux arbres. Nous avons déniché un système d'évaluation à Zurich, qui, en fonction de l'espèce de l'arbre, de l'âge de l'arbre, évalue quelle est sa valeur pour la biodiversité. Donc, quels animaux, quels insectes sont attirés pour rechercher de la nourriture ou qui servent d'habitat à ces espèces. Et donc, voilà, donc nous, on a eu notre cadastre des arbres classique. Maintenant, on a rajouté cet indice biodiversité. On a vu que plus de la moitié des arbres ont un bon indice biodiversité. Il y a quand même un quart où on ne sait rien parce que ça tombe pas dans le système de classification, et puis un quart qui n'est pas bon pour la biodiversité. Donc maintenant, à terme, lorsqu'on replante ou on plante de nouveaux arbres, on s'oriente aussi sur ce critère de biodiversité, et après, avec notre monitoring, j'espère qu'on atteindra davantage de qualité. Et après, on a la chance qu'il y a, ce qu'on ne savait pas au départ, il y a énormément de données open source qui sont disponibles gratuitement. Donc, par exemple, aussi pour le suivi et la planification de nos arbres, on utilise des données LIDAR, donc qui sont des données aériennes, pour identifier les couronnes des arbres. Et après, sur ces couronnes d'arbres, on utilise encore des images satellitaires qui viennent d'un programme de l'ESA, Copernicus, et qui analyse à partir des satellites, selon la coloration, on peut conclure à la teneur en chlorophylle et donc à l'état de santé. Et donc nous faisons le suivi de l'état de santé des arbres. On compare cela aux conditions stationnelles. Où est-ce qu'ils sont plantés? Est-ce qu'ils sont plantés plein ouest? Est-ce qu'ils sont plantés dans des bonnes terres? Et donc là aussi, on tire à nouveau des conclusions et ça nous aidera à la planification, aux planifications prochaines. Et nous avons aussi un dernier exemple. Nous avons établi une cartographie thermique de la ville. Donc là aussi, à nouveau, à partir de données satellitaires, nous avons identifié les îlots de chaleur en ville ou les îlots un peu plus frais. Et en combinant cela à notre inventaire de l'occupation du sol, qui lui vient des données de Géoportail, on peut montrer qu'on a trouvé qu'en été, il y a des différences en surface de 10 degrés entre des surfaces boisées
et un parking comme le glacier. Et donc là aussi, ça nous donne à nouveau des arguments très forts pour le développement, la promotion de la biodiversité en ville. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Eva, avec quels outils justement aidez-vous les porteurs de projets ? Alors, on a un instrument dont nous sommes très fiers parce qu'il a été établi déjà en 2014 et c'était un des premiers instruments financiers pour la biodiversité. C'est le mécanisme de financement du capital naturel, le NCFF. Et c'est un instrument financier qui a été créé par la BEI avec la Commission européenne pour soutenir par moyen de prêts ou d'investissements et bénéficiant aussi d'une garantie de l'Union européenne des projets qui œuvrent en faveur de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. On a plusieurs projets et une liste de ces projets qu'on a déjà financés est sur notre site web. Mais aussi pour l'évaluation des impacts dans les projets que nous finançons, nous utilisons un outil d'évaluation intégrée de la biodiversité, IBAT, qui est un point de départ pour nos collègues qui font les instructions des projets pour identifier les impacts sur les aires protégées, les zones clés de la biodiversité et sur les espèces faune et flore. Mais il y a bien sûr plein d'outils, d'autres outils à la disposition aussi du secteur privé, par exemple le Global Biodiversity Score qui a été développé par CDC, ou encore l'outil s'appelle Encore, développé par UNEP WCMC. Mais il y en a plein, on voit maintenant une prolifération aussi de ces outils pour aider le secteur privé, le secteur financier à mesurer leur impact et à aussi s'assurer que les risques et les impacts sur leurs projets et leurs opérations sont minimisés. Pourriez-vous nous donner un exemple, par exemple, concret de l'outil financier dont vous parliez, le Natural Capital Transformation ? Un exemple concret justement que vous avez mis en place. Oui, on a un exemple ici au Luxembourg, c'est la restauration de la rivière Alzette. C'est les 20 km entre la ville de Luxembourg et Mersch et qui vise à rétablir une partie de la dynamique naturelle du cours d'eau au profit de la biodiversité, des loisirs, de la gestion des crues et de l'aménagement paysager. Alors en rétablissant en fait ces conditions naturelles, la restauration de la rivière peut ensuite améliorer la résilience des systèmes fluviaux et offre un cadre pour l'utilisation multifonctionnelle, durable des rivières et des ruisseaux. Le débit plus naturel de la rivière contribuera aussi aux directives Habitat et Oiseaux, car certains tronçons de la rivière sont situés dans une zone Natura 2000, c'est la vallée de la Mamère et de l'Aïch. Et en fait, aussi, le projet va appliquer également une solution basée sur la nature pour réduire l'amplitude et la fréquence des inondations qui affectent certains emplacements en aval. On a un autre exemple chez nos voisins, chez les Allemands en Rheinland-Pfalz, qui est la réhabilitation de la rivière Emsche. Et ça, c'est un très bon exemple qui montre comment une région façonnée par l'industrie sur plusieurs décennies peut en fait restaurer un paysage proche de la nature. En fait, les anciennes terres agricoles et friches industrielles ont été remises à la nature et cela a créé un espace naturel et récréatif extrêmement important pour la région qui est très densément peuplée et a déjà amélioré considérablement la qualité de la vie des personnes qui y vivent. Alors en fait, des initiatives comme le projet de réhabilitation d'Emsche, de la rivière Emsche ou de l'Alzette sont essentielles en fait pour une protection durable de l'environnement et du climat. Merci beaucoup, Eva. Auriez-vous un autre exemple à nous donner d'un projet qui a été financé par la BEI ? Vous parliez des moules. Oui, alors bien sûr, on a un projet d'aménagement d'eau en Wallonie, en fait. Et ce qu'ils ont réalisé, qu'en améliorant la qualité de l'eau, en fait, ce sont des eaux marines, ils ont aussi vu une retransformation des moules dans cette région-là. Ce sont des moules très spécifiques à cette région. Et en fait, oui, on voit très bien avec une restauration de la nature, une diminution de la pollution, on revoit la nature se régénérer. Et bon, ce sont des petits projets, mais en fait, ça nous donne un certain optimisme qu'on va vers la bonne direction.
Bien, merci beaucoup. Merci Eva, merci Pierre pour toutes ces explications. Et un grand merci à tous les intervenants ainsi qu'au public pour votre participation aujourd'hui. Tant d'actions aussi intéressantes les unes que les autres. Si je devais vous conseiller 6 mots à retenir de cette conférence, ce serait mesurer, protéger, sensibiliser, agir, agir, agir. Si vous souhaitez lancer le sujet avec vos collègues ou vos amis, n'hésitez pas à répondre au quiz sur la biodiversité qui est disponible sur le site d'IMS. Avant de nous retrouver à 15h30 pour un échange sur les low-tech avec Caroline Poult, voici une courte pause afin de vous permettre de laisser mûrir ces réflexions qui sommeillent déjà en vous. Merci de votre attention et à très bientôt.